Allez, commençons par une entrée en matière. Tiens, monsieur Jamelin. Comment amorceriez-vous? Eh bien, je parlerai de la pluie, du beau temps. Oui, très bien, oui, c'est très bien, ça. Oui. Et aussitôt après, vous lancez quelque chose comme du moment qu'on a la santé. Ouais. Oui, mais non, mais attention. Procédez par évidence. Hein? Oui, après la santé, oui, qu'avons-nous de plus précieux, hein? Je vous le demande. Les sous. Mais parfait, voilà, les sous. Ouais. Oui, les sous. Or, les maladies coûtent cher, très cher, et les médecins nous font payer si cher leur science du diagnostic. Et que savent-ils d'autre, messieurs, que ce qui est inscrit ici dans ce volume? Mais rien. Mais rien du tout. Alors, vous me direz, hein? Pourquoi faire payer 40 ou 50 francs une visite inutile quand pour 2 francs, 2 petits francs par jour, pendant 6 mois, l'ami de la famille s'installera chez vous pour vous servir pendant des années? Je tombe toujours sur des fauchés, moi. 2 francs pour eux, c'est le prix d'une assiette de nouilles. Oui, alors c'est que vous n'êtes pas un vrai vendeur. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces 2 cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost, oh, ton cul. C'est mon génie. Ici Alfred Hitchcock. Le cinéma n'est pas mort. Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Je suis avec le Docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et donc ici nous sommes en direct live de la braderie Alphonse Guérin, dans le quartier où tu habites Antonin, si on peut le révéler aux auditeurs. Et donc nous sommes en compagnie de moi-même, voilà, qui présente exceptionnellement Étienne Kiki. Voilà, je suis très ravi de faire cette émission avec toi. Merci, et en l'absence de Thomas, je suis vraiment très ravi. Une émission un peu spéciale parce qu'effectivement on l'enregistre dans des conditions absolument expérimentales parce qu'on est sur la braderie Alphonse Guérin, quartier où je réside, avec et une où foule nous en délire autour de nous. Complètement, et notamment la présidente de l'association du cinéma est mort, Agathe, qui est en face de nous, qui vient d'arriver et que l'on salue. Et voilà, on s'est dit tiens, on va tenter quelque chose d'un petit peu fifou. Exactement. Et parce qu'on déballe évidemment non pas du macramé ou un kit de circuit de billes ou des vêtements pour enfants, ça on s'en fout. Nous on a des DVD et des Blu-ray. On peut dire. Alors c'est les conditions du direct. On a quelqu'un qui vient et qui veut intervenir. Je voulais savoir à combien vous faites de DVD de La Bonne Épouse, s'il vous plaît. Martin Provost est absolument interdit de citer dans cette émission. Merci Julie du Cinéma Arbor. Merci. Ta collègue. Donc voilà. Faut dire à quel point tu travailles avec des gens pénibles. Donc effectivement, parce que nous, au lieu de proposer genre des vieilles charrues de bœufs rouillées ou bien ce genre de choses qu'on trouve dans les territoires, comme on dit, des canevas, tout ça, nous avons un capital culturel important. Donc nous proposons une foultitude de DVD et de Blu-ray, mais aussi de livres de cinéma, car les gens aiment la lecture.
Et donc le concept que nous avons un petit peu, c'est de piocher dans les DVD et Blu-ray des uns et des autres qui n'ont pas été encore vendus, parce qu'évidemment les gens vont se précipiter pour les acheter. Bon, on a déjà plein de fric dans les poches, hein. Enfin, je sais pas toi, mais moi Ouais. j'ai au moins 136 €. Moi j'ai les poches très très lourdes. En gros. Voilà. Et donc voilà, nous avons un petit peu passé en revue certains des DVD que nous avons et puis les commenter pour essayer de faire genre un panorama de la cinéphilie mondiale finalement, parce que c'est un peu ce que nous avons nous dans notre capitale culturelle, d'essayer de voir ça et de le passer en revue. Zéro niche ici, quoi. Non, zéro niche. Ça va de Bellatar à Tarkovsky, À Michael en passant Bay, par Roger Corman et exactement. Christopher Smith et tout ça, évidemment. Nous n'avons pas de chapelle, prends des notes, Michael Simon. Tout à fait. Alors Antonin, est-ce que tu veux commencer, prendre un film, un Blu-ray, un DVD et voir un petit peu ce que Donc nous là, allons vu qu'on pouvoir a quand dire. même fait en sorte de séparer nos DVD, histoire d'avoir une bonne relation amicale, enfin de conserver une bonne relation amicale Et autant que faire se professionnelle. peut, et de ne pas avoir des problèmes d'argent entre nous. Non. Donc je vais aller me diriger vers ton stand. Et ton stand, en tout cas, je constate que c'est très éclectique. Effectivement, j'ai des trucs genre Gargoule, Nightmare. Gargoyles. J'ai Lord of War d'Andronicle, mais je te ferai pas l'affront de te questionner là-dessus. Non. Mais par contre, je vais te parler de Pitch Black. Parce que ça, c'est assez intéressant, Ah Pitch oui. Black. Parce que c'est de David Towie. David c'est ça Towie, ouais, qui est pas son premier film, mais qui est un de ses premiers films, et qui est le film qui a pas non plus forcément révélé, mais qui a rendu comme acteur culte Vin Diesel, parce que c'est un de ses rôles les plus importants, un de ses rôles presque les plus récurrents, parce qu'il a joué 3 fois, et que Vin Diesel essaye constamment de faire revenir au cinéma dans des fortunes diverses et variées. Et David Towie avec ce film de SF là, genre de SF, film noir et puis film d'action tourné en Australie à la fin des années 90. Lui, il est australien, David Towie. Film qu'il a un petit peu mis sur la carte, qui n'a pas forcément extrêmement bien marché, mais suffisamment quand même, parce que c'est un film de petite économie et de petit budget. Il y a un film qui est assez étonnant, parce que c'est un film qui a la particularité de présenter en personnage principal un héros, mais qui n'est pas un héros. C'est plutôt justement le méchant du film, un genre de bad guy très désagréable qui passe son temps à vouloir aller péter la gueule aux autres gens, et qui va être capturé par une bande de gentils. Il tombe sur une planète avec des bestioles pas ouf, et donc ils vont devoir s'associer avec ce méchant qui a une particularité physique, c'est qu'il est nyctalope, c'est-à-dire qu'il voit la nuit. Et comme les créatures qui les agressent principalement la nuit, justement, c'est-à-dire que le jour ils sont plus ou moins en sécurité, mais le jour ils attaquent. Donc leur meilleur atout, c'est donc le personnage joué par Vin Diesel dans Pitch Black. Est-ce que tu as revu ça dernièrement, toi? J'ai pas revu ça depuis un petit moment. En fait, tu l'as vu en vidéoclub, parce que moi j'ai l'impression que c'était des trucs. C'est ça, c'était un peu des vedettes de vidéoclub, et la suite sortie en 2004, Les Chroniques de Riddick. J'ai un très bon souvenir de ça. Qui pour le coup était plutôt un gros budget, ouais. Avait justement été fait sur le fait que le film avait très très bien marché sur le marché VHS et sur le marché DVD. Et c'est un film dont je suis pas fou, mais qui possède, je trouve, énormément de qualité quand même, parce qu'effectivement le fait d'avoir un véritable personnage principal qui ne soit pas un mec sympa, qui ne soit pas gentil, qui passe son temps à vouloir faire des crasses aux autres, déjà c'était quand même un caractère assez appréciable. Le fait que Vin Diesel, pour le coup, joue vraiment un vrai personnage, méchant, ouais. Voilà, c'est ça. Il fait pas semblant. Non, il fait un vrai méchant, il le fait très bien, il le fait jusqu'au bout. Il y a pas une once de second degré, il y a pas de cynisme, il y a pas de branlette comme ça. Ça donne quand même un côté assez particulier au truc. Ça trahit parfois un petit peu son budget, qui est quand même relativement simple, mais n'empêche qu'il le tient jusqu'au bout. Ce qui fait que c'est une véritable série B pur jus, et il arrive à le garder jusqu'au bout. Mais malgré tout ça, le film est, je trouve, assez bancal. Il ne tient pas forcément parce que le reste des personnages ne sont pas vraiment intéressants, outre celui qui est joué par Vin Diesel, justement, Riddick. Et le reste, je trouve, marche un petit peu moins bien. Ok, bah après de toute façon je vais pas aller te contredire parce que les souvenirs sont trop flous, mais j'ai le souvenir d'avoir de la projection qui était quand même un vrai plaisir, d'un blockbuster au tout début de la marvelisation, où je me disais ah putain il y a un truc un peu dark moi qui me plaisait plutôt pas mal. Et voilà, maintenant c'est à toi Thomas de me lancer sur ma collection pléthorique et génialissime. Incroyable, que des bonnes choses. On voit
la cinéphilie classique. Là, on va être interrompu par des acheteurs de temps en temps. Parce que Thomas va se faire 2 € tout de suite. American Gigolo. Oh là là. Paul Schrader. Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Très bon choix. Et là, un Thomas vient de vendre. La vengeance aux 2 visages, le seul film mis en scène par Marlon Brando. Et donc American Gigolo. Ce qui serait intéressant, parce qu'en fait, tu l'as vendu dans une édition DVD très pourrie. Dégueulasse. Ouais, parce que. Dégueulasse à chier. Mais ça, c'est très intéressant parce que je sais que cette édition DVD là, en fait, il y a une édition Blu-ray qui est sortie depuis avec une restauration pilotée par Scorsese, avec la VistaVision qui a été à encore des voisins qui nous interrompent alors qu'on est en train d'enregistrer une émission de radio. Anida, notre voisine, ma voisine d'en face, qui me dit: si vous voulez remporter le cadeau que m'a fait Anida, vous pouvez nous envoyer un mail et je vous enverrai ça, et c'est Anida qui paiera les frais de port. Mais ouais, je voulais revenir un peu sur la vengeance aux 2 visages, parce que c'est intéressant, parce que ça dit bien en fait tout le truc de la restauration. DVD, ouais. Parce qu'en fait, quand Carlotta l'a ressorti après en Blu-ray, c'était la restauration qui a été faite en VistaVision et c'était piloté par Scorsese. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans une émission à nous, pas la vôtre, parce que vous parlez de rien d'intéressant, mais où Scorsese disait très bien que quand il avait vu ce DVD-là, qui était sorti sur le marché à une époque, eh ben, il ne retrouvait pas du tout l'émotion qu'il avait eue quand il avait vu le film à sa sortie, où il avait eu un sentiment absolument extraordinaire. Et effectivement, quand la restauration Carlotta, moi, ça m'avait fait la même chose, que j'avais vu la première fois le film dans cette version DVD, La vengeance aux 2 visages. C'est surtout que c'était un film Marlon Brando, pour resituer, c'était Kubrick était associé au projet, c'était Kubrick, Brando qui devait être l'acteur. Finalement, Brando et Kubrick, ça c'est pas bien fait. Peut-être problème d'ego a priori, on ne sait pas, mais bon, même si ça paraît plus qu'incertain comme hypothèse, mais ça doit être probablement ça. Mais en tout cas, ce que Scorsese disait, ça correspondait tout à fait à mon expérience, que quand j'avais vu le DVD, je m'étais dit bah voilà, c'est une sorte d'émule de cinéma de Peckinpah, mais un peu arty. Et quand je l'avais vu dans sa version, en fait, un petit peu ce genre d'esprit, pas spécialement, un peu plus de western, un petit peu maniériste. Oui, mais c'était même avant le cinéma des années 70, c'était vraiment très particulier comme période, ces films des années 60. Et le truc, c'est que Scorsese disait il y avait un rapport aux éléments qui étaient complètement fous, et quelque chose qu'on ne voyait pas dans l'édition DVD Wild Side, que tu viens de vendre à 2 €, tu viens de voler quelqu'un, quoi. Et dans l'édition de Carlotta, l'édition de VistaVision, le format VistaVision étant respecté, et c'était l'expérience de visionnage, et pourtant chez moi était complètement dingue, parce qu'on voyait que l'arrière-plan, c'est-à-dire le vision du paysage, était aussi important que ce qui se passait en premier plan. Et moi, j'avais eu accès finalement qu'au premier plan, qu'à l'histoire. C'était une relecture de Pat Garrett et Billy the Kid, si je me souviens bien, que tu as déjà vu 10 fois. Avec ce genre de DVD, c'est des films qui étaient recadrés. Je suis même pas sûr qu'il y avait un problème de recadrage. C'était vraiment plus un rapport de restauration de l'image, et de voir que l'arrière-plan, et quand tu l'as en bonne définition, tu as tout le rapport au paysage qui est vraiment hyper fort. Qui est primordial pour l'avoir vu de manière générale, parce que c'est un western. Bien sûr, ouais. Mais par contre, c'est un western quand même un peu spécial par rapport à tous les westerns classiques, en tout cas, quoi. Mais donc c'est un western qui est presque schizophrène, parce que c'est vachement lié justement à la personnalité de Brando, qui lui-même à l'époque était dans une schizophrénie entre la starification et son propre rôle d'acteur, ce que lui pensait être l'actorat, avec la méthode, tout ça, et qu'il essayait presque de mettre en théorie par la pratique dans ce film-là. Ouais, si je pense l'a amené au pétage de plomb d'actorat de toutes les années 70, ce côté un petit peu schizophrène, il y a le parrain, un petit peu quand fou, même. Non, mais voilà, mais qui participe de cette même folie finalement de l'être acteur, pour essayer de disparaître par tous les artifices possibles en dehors du jeu, par des maquillages, par des mimiques, par du coton dans la bouche, tout ça comme dans Le Parrain, et que déjà il essayait de mettre en scène dans La vengeance aux 2 visages. Complètement. Donc j'ai oublié du coup sur quoi tu m'avais questionné. American Gigolo de Paul Schrader. Okay. Film important pour lui, film très étrange dans le reste de sa filmographie, et film un des films qui a participé à figer l'esthétique des années 80 au cinéma et dans le monde de la mode aussi de manière générale. Complètement. Toujours interrompu par des acheteurs, c'est normal, les conditions du direct. Et oui.
passionnant, et en même temps, moi j'ai pas revu American Gigolo depuis un certain temps. J'ai pas un souvenir fifou du film, c'est clair. C'est un film que j'ai dû voir adolescent parce que j'étais attiré par le truc un peu sulfureux, que j'ai revu il y a 15 ans, je pense, et en me disant effectivement, bah oui, c'est intéressant parce que on est dans une matrice d'une certaine esthétique, aux côtés de films comme Sixième Sens, aux côtés de films comme To Live and To Die in LA de Friedkin, où on se dit bah oui, s'il y a des cinéastes qui ont vraiment créé l'esthétique années 80, ce côté très néon, très de surface, tous les effets de surface, dans les costumes, ce rapport, et dans les costumes, parce ça que c'est les le costumes look du film était fait par Storaro, Armani. D'accord. Fait juste pour le film, pour eux, justement, ce qui participe un peu à ce côté un peu clinquant, un peu 80s, que reprendra après Michael Mann dans la série de Flics à Miami. Justement, oui, c'est ça. Ouais, le look et le style aussi qui vont ouais, ensemble. bien sûr. Ouais, mais je pense que même en termes de photographie, parce qu'après, le look, j'ai envie de dire, forcément, tous les films trahissent leur époque par la façon dont leurs personnages sont habillés, mais en termes de photographie, oui, je sais qu'American Gigolo, tout comme les films que j'avais précédemment cités, oui, il y a quand même quelque chose où j'ai le souvenir d'un truc à la fois un petit peu anesthésié ou un peu clinique, mais en même temps assez avec des couleurs très néon et compagnie, enfin pas néon, parce que c'est le soleil californien et tout ça, mais voilà, il y a un truc qui vient de là. Clinquant. Après, moi vulgaire un peu. Vulgaire, de toute façon, en tout cas dans un rapport à l'image, c'est genre dans une image de séduction. Et je pense, j'ai pas fait évidemment de recherche parce que nous sommes au débeauté, mais je pense que c'est en tout cas le plus grand succès de Paul Schrader. Je vois pas quel autre film de Paul Schrader aurait pu rencontrer plus de succès que celui-là. Parce que les autres, pour le coup, sont des films qui ne sont pas aimables en termes visuels. Oui, et puis en termes de discours. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est d'ailleurs probablement un succès surprise. C'est un film avec Richard Gere. C'était le début de la starification de Richard Gere. Malheureusement. Il me semble. Peut-être qu'auparavant, entre-temps, un film avec Richard Gere est sorti, genre avec Pretty Woman. Je pense que c'est après. C'est après Pretty Woman, c'est presque 10 ans après. On est 10 ans carrément. Oh là là, le temps passe à une vitesse. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai pas revu ça. Mais par contre, voilà, ça permet de causer de Paul Schrader. Vous, je pense que vous avez déjà consacré quelques émissions à Paul Schrader. 2 ou 3 émissions en tout cas sur ses films récents et des ressorties DVD. En plus, Paul Schrader ressort un film cette année, ce sera peut-être son dernier, on sait jamais. Qui sortira début juillet. Voilà, parce qu'il n'est pas en grosse forme, c'est ça, The Gardener. Il est en très grosse forme sur Facebook. En tout cas, par contre, il est extrêmement drôle, il est en pleine forme. C'est en tout cas ses posts, en tout cas son garçon valeur d'évangile, complètement. Dépressif et adorable. Dépressif, adorable, absolument radical, drôle et d'une violence extrême. Génial, tout ce qu'on aime, c'est super. Mais bon, évidemment, nous, je sais qu'on avait pour projet avec Étienne de faire une émission sur Paul Schrader, mais ça paraît... il faut quand même se taper une bonne dizaine de films où il y a, non pas à boire et à manger, il y a... Je pense que ça se trouve c'est génial, mais il a fait notamment un film sur l'enlèvement de la fille de Hearst, que moi j'ai pas vu. Il y a un Light Sleeper qui est sorti dernièrement dans la collection de Jean-Baptiste Torret, Make My Day, avec William Dafoe, que j'ai pas vu, qui apparemment est très bien. Une filmographie en tant que metteur en scène assez conséquente. Il y a bien au moins une quinzaine de films, voire plus. Et en tant que scénariste, outre son travail avec Martin Scorsese, sur Taxi Driver, sur La Dernière Tentation de Christ, évidemment. Voilà. C'est quelqu'un de très important, quoi. Et là, on l'a suffisamment dit dans nos émissions. C'est vrai qu'un film comme First Reformed, c'est ça reste une grande date du cinéma des années 2010. En tout cas, un film qui est particulièrement à l'heure, comme dirait notre camarade Jean-Baptiste Torret. Exactement, qui est un film très étonnant aussi parce qu'on pensait que Paul Schrader était plus ou moins enterré parce que ça faisait une quinzaine d'années qu'il n'avait pas vraiment fait de film qui avait marqué. Et là, d'un coup, il a démarqué avec un film qui est une pure bombe dans tous les sens du terme et qui avait, je pense, pris tout le monde par surprise. Ouais, complètement. Et ce qui était sorti en salle, non, pas du tout. Qui n'était pas sorti en salle. Non, il était sorti en DVD. C'était avec DVD 2 ans après. Et qui était un remake d'un film de Bergman et qui arrivait tout en étant un remake à être complètement, vraiment un film d'une actualité absolument brûlante, quoi. En tout cas, le seul film qui se saisissent d'un thème qui, en tout cas, devrait saisir n'importe quel gens qui habitent ou qui vivent en 2023. Mais qu'est-ce que je fais à continuer à vivre alors que tout part en couille. Voilà. Et vous, ça va? Ouais, ça va sinon. Voilà. Dites, quel âge vous avez, révérend? 46 ans.
33. 33, c'est l'âge qu'aura notre enfant en 2050. Ouais. Vous savez, c'est 2 ans de plus que mon âge actuel. Vous aurez 81 ans. Oui. Et vous savez à quoi ressemblera le monde en 2050? C'est dur à imaginer. Ah, vous trouvez? Enfin, révérend, le monde change à toute vitesse. Et tout ça juste sous nos yeux. Je vais dire, 1/3 du monde naturel a été détruit depuis que vous êtes venu au monde. Vous voyez, la température sur Terre va augmenter de 3 degrés. 4, c'est le seuil de risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour la planète. Et quand les scientifiques disent des choses comme ça, ils le disent tous. Le Centre national de recherche atmosphérique, le labo Lawrence Livermore, l'Institut de Potsdam... Il a continué longtemps comme ça. D'ici 2050, le niveau de la mer sur la côte est aura augmenté de presque 1 mètre. Les zones basses du monde seront inondées. Le Bangladesh aura perdu 1/4 de sa masse continentale. En Afrique centrale, les récoltes seront réduites de moitié à cause de la sécheresse. Les réservoirs occidentaux seront asséchés, sans compter les réfugiés climatiques, les épidémies, les conditions météorologiques. Vous voyez, une période très difficile va commencer, et à partir de là, tout changera très vite. On est toujours en direct, non pas en direct, mais en enregistrement, dans les conditions du direct de la braderie Alphonse Guérin à Rennes. Et c'est à moi, c'est ça, de me saisir d'un DVD chez toi. Et je vais tricher, encore une fois, parce que je vais prendre un DVD à moi. Parce que ça me paraît tout à fait raccord avec ce qu'on vient de dire sur la question du faux remake. Je vais prendre Sans Sarah, rien ne va. C'est de Nicolas Stoller. Nicolas Stoller, qui est un mec qui gravite plus ou moins dans la galaxie de Joe D'Apato, donc milieu des années 2000. Pour nos jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui était la grande vedette, on va dire, de la comédie américaine, celui qui est un peu renouvelé tout le cheptel après les films de Ben Stiller, donc ça aura relancé les carrières après Ben Stiller, après Jim Carrey, voilà, toute la période des années 2010, début 2010. Donc ça aura lancé les carrières de Seth Rogen, de Jonah Hill, Jason Segel, tout ça, et d'un certain panel de metteurs en scène qui auront beaucoup bossé avec ces mecs-là. Et sans Sarah, rien ne va, je crois que c'est même pas sorti en France d'ailleurs. Si, c'est sorti en salle. Moi, je l'ai vu au Gaumont sur les quais d'ailleurs. Mais dans un truc à Rennes en tout cas. Hyper limité à l'époque, enfin même maintenant d'ailleurs, où les comédies américaines n'avaient aucune promo ou presque en France. Ça s'est plus fait sur les cartons, soit de vidéos, soit de téléchargements illégaux. Ce qu'on rappelle, nous ne faisons pas parce que c'est mal et que ça tue l'industrie. Nous, on va à Los Angeles quand on veut voir un film américain qui ne sort pas en France. Et qui donc là une réécriture, une revision de la comédie romantique avec ce mec qui jouait dans I Met Your Mother. Qui est génial. Non, donc Jason Segel. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, l'autre acteur qui est génial, c'est cet acteur anglais. Avec Russell Brand. Qui maintenant est surcomplotiste, anti-Covid, anti-vaccin, tout va bien. Comme tous les mecs qui sont un peu cool, finalement, on se rend compte que c'est des cons. Genre Morrissey, mais en même temps, il a toujours été con. Et voilà. Et qui est un film qui était très étonnant parce que ça part effectivement sur des principes de comédie romantique assez classiques. Un mec qui se fait larguer, qui veut reconquérir donc les meufs qu'il a lâchées, et puis il se rend compte qu'en fait c'est pas la bonne, et puis il va rencontrer d'autres gens, tout ça. Et sur ce principe hyper basique, hyper simple, il va dérouler d'un film qui est quand même relativement long, parce qu'il fait presque 2 heures, ce qui était quand même un des principes, enfin pas un des principes de base, mais dans les films produits par Apato, il y avait toujours des films qui étaient très longs, parfois trop longs. Surtout les siens. Voilà, mais parfois trop longs a priori pour les sujets qu'il voulait aborder, et qui finalement laissait la place aux acteurs et donc aux personnages pour se développer, à la fois dans des improvisations de l'acteur et de mise en scène, où il y avait toute une place qui était laissée à tous ces comédiens. Même les seconds rôles, parfois ils avaient, pendant une scène, ils volaient la vedette aux comédiens principaux. Ce qui était un peu un des principes d'Apato, de pouvoir laisser une chance à tous les comédiens qui allaient jouer pour lui, on va dire, au sens large. Et avec ce film-là, c'était très étonnant, parce qu'il y avait à la fois l'impression d'un truc hyper relâché, parce qu'on a presque l'impression que c'était pas écrit, c'est-à-dire qu'il y avait juste des canevas de scène qui seraient écrites et après les mecs déroulent, alors qu'en fait pas du tout, c'est quand même un truc qui est hyper écrit, mais avec une impression hyper relâchée, hyper libre,
qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans des comédies américaines, qui est en général un genre qui est très écrit, qui est très pensé, qui est très millimétré. Alors que là, d'un coup, il y avait presque une sensation de liberté qui donnait un truc, comme dirait un critique rennais frais, un truc vraiment hyper beau finalement, et ce qui donnait au final un film hyper émouvant, à la fois et qui mêlait un registre de blagues hyper con, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs hyper cracra, débiles, cons, avec des gags en dessous de la ceinture, des couilles, avec des beats donc à l'écran, des beats, des chattes, des nichons, ce que vous voulez, et en même temps, dans la même scène, un niveau d'émotion qui était hallucinant. Ouais, moi je sais que j'ai pas revu Sansara et Nova depuis un certain temps, mais ça a été vraiment pas un choc, ça serait vraiment un ravissement. Beaucoup dire, mais vraiment un ravissement de voir ça, et une surprise. Et je sais qu'en tout cas c'était, j'ai l'impression a posteriori que c'était vraiment un peu la grande affaire du début des années 2010. C'était ce truc là pour nous, c'était la grande affaire critique, pour donner des grands mots, parce que c'était vraiment il fallait convaincre les gens, les auditeurs, nos copains et tout ça, te dire mais va voir Sansara et Nova, il n'y a rien en salle en ce moment, tout est pourri, mais par contre ce film Sansara et Nova c'est bien, ce film 40 ans toujours plus tôt, ça c'est bien, ce film la comédie américaine c'est bien. Des années 2005-2010 était hallucinant. Et donc on en arrivait à sûrement des erreurs critiques ou des exagérations en disant toute cette sorte de fraîcheur dont tu parlais, c'est un truc qui vient du cinéma indépendant américain type Cassavetes. On disait voilà un cinéma qui laisse rentrer la vie dans le champ, et voilà, on est dans un cinéma qui vient plus de Cassavetes que de Penny Marshall ou de la comédie romantique classique ou de Lou Beach et compagnie. Voilà, on vient plutôt du cinéma de Cassavetes, parce qu'il y a vraiment ce truc là. Donc moi j'ai pas revu ça, mais je suis sûr que Sansara et Nova je le reverrai avec beaucoup de plaisir. Mais ce pourquoi j'ai choisi ça dans mon stand et pas dans le tien, parce que j'ai pas trouvé de bon film dans j'ai ton un peu stand, débordé, mais c'était pour aussi redire et remettre une couche sur un film français qui est un remake inavoué de Sansara et Nova, Fragile de Emma Benestan, qui est son que l'on n'a pas en DVD. Ce que je me demande, je pense que c'est aussi un drame, parce que je pense que le film n'est jamais sorti en DVD. Et c'est probablement, je pense que tous ceux qui ont des abonnements à des bibliothèques numériques avec leur bibliothèque de quartier, forcément pourront avoir accès au film. Évidemment, le film est visible à Los Angeles comme dans tous les films. C'est un film français sorti il y a 1 an et demi et des brouettes. Et Emma Benestan, donc c'est son premier film en tant que metteur en scène. On l'a vu. Metteuse en scène, on l'a vu au générique d'un film récemment qui est Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, sur lequel elle est co-scénariste, et qui est à la fois une scénariste, dialoguiste, et je trouve maintenant du coup une metteuse en scène qui promet énormément de choses. Parce que donc là pareil, c'est un teen movie à 7, donc sur les terres de Keshish de Make to My Love, pour laquelle elle a été une des 72 monteuses donc sur Make to My Love. On parle bien du meilleur film des années 2000 avec Fury Road, du meilleur film français des années 2000 pour le coup. Effectivement, où on sent il y a une influence de Keshish, on va dire, dans la volonté de faux réalisme des comédiens et puis du scénario, qui en même temps va dans un aspect absolument différent, parce qu'on voit qu'il n'y a pas la même volonté de vulgarité qu'il y a chez Keshish, qui fait aussi le prix de son cinéma, parce qu'il y a un truc de vulgaire, il y a quelque chose de grandiloquent dans le cinéma de Keshish, qui n'y a pas, à la fois très vulgaire et très transcendantal chez qui Keshish, n'y a pas dans le cinéma Benestan, qui dans ce premier film-là veut traiter quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup presque pur, on va dire finalement. Une histoire de plus genré, moi va genré dans le sens genre cinématographique, c'est-à-dire que c'est une pure comédie romantique. C'est ça. Mais fraîche quoi. Effectivement, où on voit des comédiens qu'on a déjà vus dans quelques films français avant, dans beaucoup de second rôles, dans quelques comédies françaises, mais qu'on n'a jamais vraiment remarqué, et qui là finalement leur laisse toute leur place. Et notamment moi c'est là personnellement que j'ai remarqué pour la première fois l'immense Raphaël Quenard, enfin le futur gigantesque immense Raphaël Quenard, qui joue juste un second rôle, qui à chaque fois qu'il apparaît tu dis mais d'où il sort ce con, le mec est absolument hallucinant. Et tous les autres rôles, tous les seconds rôles, même quand ils ont une scène, 2 scènes, 1 ou 2 répliques, ils sont là, ils existent. Et le film est finalement hyper simple, sur un truc tout con, sur un mec aime une meuf, mais en fait il aime pas vraiment la bonne meuf, parce que du coup pour des questions de classe sociale, pour des questions de relations pareil, donc de classe, finalement entre guillemets se trompe de cible, et du coup évidemment ça va lui créer des problèmes, et de
tous ces problèmes amoureux et ces problèmes de classe, finalement, va naître une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus belle avec un autre personnage qui est absolument magnifique, avec des séquences de danse et d'apprentissage de danse qui à la fois sont hyper drôles et sont hyper justes. belles, sont hyper justes. C'est très belle. C'est un super film. On sent qu'il y a un truc où on se dit putain mais c'est moi, j'aurais pu être là, en même temps j'aurais été aussi con que le mec là, et en même temps, mais c'est pas possible parce que personne ne danse comme ça, parce que finalement, parce que quand même le principal intérêt c'est que ça reste du cinéma de fiction. Oui, donc complètement. Ça transcende nos petites vies de merde. Oui, carrément. On avait 15 ans. Il y a toujours ce côté, justement, le genre de la comédie romantique qui est toujours là, qui structure l'ensemble, qui fait que le romanesque inhérent à ce genre de structure scénaristique t'emporte et qui, évidemment, cette construction scénaristique-là, elle est anti-réaliste au possible, elle est hyper dramaturgiquement construite, et donc voilà, mais c'est super. En plus, c'est attendu, on se dit, mais oui. Mais évidemment, on sait comment ça va finir, on sait comment c'est monté, mais ça prend des petits chemins de traverse auxquels on n'aurait pas pensé, même si finalement ça retombe sur ses pattes. Mais c'est tellement bien tricoté, c'est tellement bien fait, c'est tellement très grand joli. film, on a trop hâte. Moi j'ai trop hâte de voir le prochain film d'Emma Benestan. C'était super. Moi non plus, je n'aime pas les vieux. Allez, embrasse-moi. Au revoir, Rachel. Au revoir. J'ai compris. Moi aussi j'ai compris. Non, attends. Je t'aime. J'y arrive pas, c'est trop dur, Oui, c'est ça, je t'aime. Je veux toujours être près de toi, Moi aussi, je veux qu'on soit ensemble. Pour l'éternité. Je veux qu'on puisse se projeter dans un avenir radieux où je n'aurai plus... Ouais. Non, surtout pas. Je veux qu'on ait des enfants. Ça va ou quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu macères, mon vieux, on dirait une étable. C'est quoi ce machin? Non, mais c'est rien. Mais non, vous faites quoi là? J'en ai tout seul. Ouvre-moi, mets-moi un peu de lumière. Tu fais quoi? Mais non! Je suis partout là! Pourquoi tu ouvres les rideaux? Mais non, tu as chassé tes idées noires. Laissez-moi! Attends! Putain, tu veux te laisser mourir ou quoi? je croupis, on dirait mon vieux. Vas-y, garde! Non, ma gueule ou quoi? Non, c'est mort! Attends, combien de fois je t'ai dit ça? Encore un mec qui sauve une meuf là! Écoute-moi bien, on t'a trouvé un plan. On va te repenser vestimentairement de fond en comble. J'ai pas envie! Un relooking intégral, t'as pas envie, on n'a pas envie de te voir comme ça. Voilà. Mais putain, mais... On va aller à la friperie d'Ahmed, il a des plans, il a des réducs. Ça va bien se passer. Tu m'entends? C'est ça votre plan? Ouais. La friperie d'Ahmed? Ouais. Bah quoi, c'est pas cher? Et non, mais y a que des gens morts qui donnent leurs vêtements là-bas. Ah, des gens morts, y a pas mieux sapé qu'un défunt, mon vieux. Oui. T'as déjà eu plus classe qu'un mec dans le cercueil? Non. En plus, ça raconte une histoire. T'inquiète pas, tu nous fais confiance ou pas? Ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on est toujours en direct de la braderie Alphonse Guérin avec Thomas de En attendant Godard. J'ai viré Étienne, tant pis pour sa gueule. Il est parti au Mans. On se demande ce qu'il est parti faire au Mans. Écoute, Antonin, toi qui aimes les blockbusters et qui aimes les films d'action, Godzilla de Roland Emmerich, film de 1998, où Roland Emmerich essayait encore une fois de plus de faire des rip-off de films de Steven Spielberg, je ne sais pas comment on dit, un metteur en scène que t'aimes bien. Ouais. Donc Emmerich, réalisateur allemand, roi du badaboom américain, qui là est donc reprend une franchise japonaise surconnue qui avait déjà 35 films à son actif pour en faire un peu n'importe quoi. Ouais, et en fait je vais être bien en peine de parler de ce film là que j'ai pas revu depuis sa sortie. J'ai le souvenir, alors attends, c'est quoi l'année de Godzilla? C'est 98. C'est 98, donc j'avais 18 ans. La même année que Le Monde Perdu. C'est sûr, ouais, 98, ouais. Donc j'avais 18 ans. J'étais encore tu étais beau lycéen. Comme un enfant, fort comme un homme. Ouais, j'étais innocent et tout ça. Mais non, écoute, moi en fait, le rapport d'Emmerich avec le cinéma d'action et avec le badaboom fin 90. Ouais, en fait, moi je me dis toujours, il était mis en opposition avec Michael Bay par exemple. Ouais. J'ai plus envie de voir des films de Michael Bay, évidemment, parce qu'on sait que même si j'ai énormément de réserves sur Michael Bay, il y a une sorte de radicalité formelle qui est évidemment indéniable. Mais Emmerich, moi je me suis toujours dit, tiens, il faudrait que je me refasse Independence Day, il faudrait que je me refasse Godzilla, pour la simple et bonne raison que, étant un petit peu en disette de blockbusters américains qui me satisfassent un peu dans le level de conneries, c'est-à-dire un level de conneries juste, on va dire,
qui me conviennent, quoi. En tout cas, pas un level de conneries algorithmiques tel que c'est le cas dans les blockbusters américains où tu dis c'est sans saveur, c'est comme un truc avec où il y a zéro goût parce que c'est fait par un programme, j'ai toujours l'impression. Ces films-là, en fait, j'allais tous les voir avec toujours énormément de plaisir, même si je détestais les films, parce que il y avait un niveau de connerie où à un moment tu disais voilà, c'était toujours le truc borderline navet, où tu disais tu pouvais rigoler du film complètement, rigoler avec le film, être estomaqué par la connerie de ce que tu voyais, et c'était un vrai plaisir. Et je me suis toujours dit, mais je le ferai jamais parce que j'ai autre chose à foutre probablement, mais de me dire tiens, je vais me remater Independence Day, je vais me remater Godzilla, je vais me remater Twister, je vais me remater Le Pic de Dante, je vais me remater pas mal, Le Pic de Dante. Ces films de catastrophes qui ont inondé la fin des années 90 suite à Titanic, pour voir si tous ces films que je trouvais nuls à chier par rapport à Titanic finalement sont pas beaucoup mieux que Avenger par exemple, quoi. Et je l'ai jamais fait, donc je botte en touche et je te parlerai pas de Godzilla parce que voilà, moi je suis un vrai critique consciencieux, je parle pas dans le vide. N'importe quoi. Allez, à vous. À moi ? Allez, à vous. Oh putain. Alors, intéressant, L'ennemi intime. L'ennemi intime qui était dans une splendide édition M6 mais certifié THX parce qu'on avait affaire à un vrai technicien du cinéma, complètement oublié depuis 8 ans, qui est le troisième, et qui était quand même un gros espoir. Qui est le troisième long métrage cinéma de Florent Emilio Siri, après Une minute de silence et A Nid Gap. Donc cinéaste évidemment français qui, comme beaucoup, quand ils font des premiers films qui sont impressionnants en termes techniques, on se dit le prochain c'est lui le vrai metteur en scène français qui va surgir, qui va mettre tout le monde à l'avance. C'est arrivé avec Kassovitz, avec Kounen, avec Gans, et là après avec Siri. Ou L'ennemi intime, c'est bien, mais c'est pas son meilleur film non plus. Il y a les défauts de ses qualités, mais il y a beaucoup trop de défauts pour en faire un film avec vraiment beaucoup de qualité. Alors je te lance qu'en fait moi ça, dans mon imaginaire, parce que ça date maintenant, je fais un amalgame entre L'ennemi intime et L'ordre et la morale de Kassovitz. Ça me paraît être les mêmes films en fait, dans mon imaginaire. Qui ont à peu près les mêmes problèmes. Et qui sont surtout en fait des films avec des gens qui promeuvent un petit peu le cinéma de genre, mais qui s'attachent à dépeindre aussi une période historique française hyper touchy, et surtout complètement on va dire délaissé par le cinéma français. Ils ont envie, visuel, ils ont à la fois l'envie de faire des films sur, on va dire, la France contemporaine, que ce soit dans le film de Kassovitz sur la grotte de Nouméa avec les Kanaks comme 1988, ou dans le cas du film de Siri sur l'Algérie française au sens large, on va dire. Donc des films avec des sujets qui sont forts, qui sont intéressants, qui parlent à la France contemporaine et qui surtout ont beaucoup à voir avec ce que la France est maintenant, sur tout, on va dire, le refoulé. On est en public, tu dis pas trop de bêtises sur notre mais qui en beau même pays. temps, à aucun moment n'ose le prendre à bras le corps. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes de scénario, c'est son petit bras. En termes de mise en scène, il y aura des trucs de ouf, on se dit putain, mais voilà, c'est un vrai film d'action, c'est un vrai film de guerre. Même là, si dans le cas de L'ennemi intime, c'est plus un film de soldats qu'un film de guerre. Mais sur tous les aspects qu'il veut traiter, à la fois sur les personnages, sur l'histoire de la guerre d'Algérie, tout ça reste hyper léger. Et finalement, on a l'impression d'avoir un truc en fait hyper faiblard, un petit peu branleur, parce que ça ne creuse aucun de ces aspects. Et dans le film de Siri, qui est un film qui est hyper bien joué, qui est bien monté, qui est bien mis en scène, mais où finalement... Avec un Magimel maigre. Avec un Magimel maigre, voilà. Et il est vachement moins bien maigre. Ouais, il est quand même vachement mieux depuis qu'il est gros, gras et puissant. On t'aime. Contrairement à Russell Crowe. Exact. Oui, c'est de styles différents, mais c'est vrai que l'esprit... une bonne comparaison. Et moi j'ai toujours été, je l'ai pas revu depuis je pense 4-5 ans, mais je sais que quand je l'avais revu début des années 2020, j'avais été hyper déçu parce que j'avais vachement aimé à l'époque où il est sorti. Je disais ouais putain c'est bien, c'est un vrai film. Je pense aussi que j'étais sous l'influence de beaucoup de critiques qu'on lisait à l'époque, La Bande de Mad, avec Dupuis, avec Moïsakis. La Bande de Capture actuellement. Voilà, c'est ça, exactement, qui justement avait un peu tendance, je trouve, à en faire des caisses sur ouais mais voilà, enfin un vrai film français, machin, nanana.
Et à la revoyure, je trouve que ça n'a pas plus d'impact que les films qui ont été faits sur la guerre d'Indochine dans les années 80, comme Charlie Bravo de Claude Bernard Robert, ou sur tous les films de la guerre d'Algérie, enfin les rares films sur la guerre d'Algérie que la France a fait, qui en général sont tout pétés du cul. Les seuls qui ont réussi à le faire, c'est les Italiens avec Pontecorvo. Sinon, ça a toujours été hyper faiblard. Et ce qui, je trouve aussi cadre un des problèmes des cinéastes français, c'est que les cinéastes français n'ont jamais réussi à prendre à bras-le-corps leur histoire contemporaine, à en faire à la fois des vrais films de genre et des films politiques. Ça a toujours raté. Les seuls qui ont réussi à faire des films sur les guerres françaises contemporaines, c'est Pierre Schoendorfer avec la 317e section, mais encore un film particulier, et surtout qu'il y a un film qui pour le coup a irrigué et influencé une bonne partie du cinéma de guerre mondial par la suite, que ce soit les films sur la guerre du Vietnam ou tous les films de guerre français qui sont venus par la suite, sauf que tout le monde a fait moins bien. Et je trouve a fait rater. Et Syrie, clairement, c'était notre grand espoir on va dire en 2000-2005, et après c'est totalement tombé quand il fait la série Marseille, qui est certes très rigolote, mais qui est quand même bien nul à chier. Ouais, mais quand même... Avec son c'est un ratage avec les honneurs quand même, quoi. Ou son clo-clo, où il y avait les fulgurances, en même temps plein de trucs qui étaient tellement vulgos que mais de la mauvaise vulgarité qui fait que ça tombait à côté. Oui. Et ouais, c'est ce film-là, en fait, Syrie, c'est un peu... Oui, bah bien sûr. Ouais. Bah, après, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir un prochain film de lui. Je sais pas ce qui devient, parce que c'est vrai que ça date depuis Marseille. Après, il faut signaler quand même que il fait des clips encore, je crois. Bah, je pense. Après, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est à l'abri du besoin, parce que c'est tellement un petit génie technique qu'il est souvent sollicité pour faire des publicités et des clips qui signent probablement... peut-être, enfin pas sous pseudo, parce que les pubs sont pas signées, ça on s'en fout, mais quelqu'un qui de toute façon n'a peut-être pas la nécessité de tourner dans un strict point de vue financier. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas nécessité de tourner, parce qu'il n'a pas envie, parce que ce n'est pas un vrai cinéaste. Oui, peut-être, ouais. Et en fait, on a oublié, on a fait l'impasse, et toi comme moi, on a refoulé un événement important de sa filmographie, c'est qu'il a tourné une comédie aussi. Pension complète, avec Dubost, que je n'ai pas vu. Gérard Lanvin, un remake de La cuisine au beurre, qui est nul à chier. Voilà. Sorti un 31 décembre 2013, un truc comme ça. Qui était un non-événement, mais qui était un moment, à une année très particulière, où Richet avait fait un remake d'un moment d'écartement de Berry. Syrie avait fait ça. Il y avait un autre cinéaste, et j'oublie toujours qui c'était. Il y avait Fred Cavaillé qui avait Fred fait Cavaillé, voilà, Danny Boone, Radin. Donc que des mecs dont on pouvait se dire, enfin, ou en tout cas qui faisaient partie de cette galaxie de cinéastes qui devaient faire qui devaient participer au renouveau du cinéma de genre, et en fait qui se sont tous retrouvés à faire de la comédie française toute pourrie. Tu trouves pas ça bizarre qu'on se touche le zob en parlant de Picasso, hein? On est toujours en direct, soi-disant, de la braderie Alphonse Guérin, et tu vas choisir un DVD dans ma collection. Alors, qu'est-ce que je vais vous choisir ? La comédie française, on a déjà fait tout. On vous rappelle, chers auditeurs, qu'il est trop tard pour venir nous acheter les DVD parce qu'on aura déjà remballé. Oui, ce sera dans une semaine, donc voire deux, voire jamais. Peut-être qu'on ne diffusera jamais cette émission. On sait jamais. Alors. Et on remercie vivement l'association LACAG, l'association du quartier Alphonse Guérin, qui est sûrement la meilleure association de quartier de Rennes, et aussi une des braderies où la playlist musicale est la meilleure de Rennes. Parce que souvent, les braderies, c'est quand même super chiant de rester à 10 heures, alors que là, il n'y a que de la bonne musique. Pas dégueulasse. Oh, aïe. Alors, Bad Lieutenant escale à la Nouvelle-Orléans de Werner Herzog, son film de 2009 avec Nicolas Cage. Film étonnant, film étrange, film que personne n'attendait. Et film qu'on pensait tous à moitié que ça allait être hyper daubé, parce que remake d'un film culte et peut-être un des meilleurs films de Abel Ferrara. En même temps, il n'y en a pas tant de bons films que ça dans la carrière de Abel Ferrara, il y en a au moins 3. Ouais. Et donc surtout, notamment celui-là, c'est un de ses films les plus connus, un de ses films les plus aimés, avec Harvey Keitel qui est absolument merveilleux. Avec Nicolas Cage qui commençait déjà à être dans un bon creux de vague, vraiment une bonne, presque vers le tréfonds de la fosse des Mariannes, et qui a surgi de presque nulle part pour faire un des polars les plus hallucinants que j'ai vu de récente mémoire, ce qui montre le génie absolu de notre ami Werner Herzog. Ouais. C'est fou, hein. Enfin, en fait, c'était pas la première fois que Werner Herzog s'attelait à faire un film
non pas pour les studios, je pense que c'est pas vraiment le truc, mais en tout cas un film un peu plus dans les clous, parce qu'il avait fait un film avec Ethan Hawke qui s'appelait, c'était une sorte de portée disparue. Non, c'était avec Christian Bell. Rescue Bell. Down. Ouais, Rescue Down. Qui était basé sur le true story, en plus sur un mec dont il avait déjà fait un documentaire. Oui, c'est ça. Quelques années avant. Donc sur la thématique des portées disparues, de la guerre du Vietnam, machin, mais qui était un film dont on pourrait se dire, voilà, un petit peu dans les clous hollywoodiens, correspondant au canon du film de survie, voilà, de film de guerre, machin. Donc, enfin, Werner Herzog, en fait, a une simili carrière, un peu, on va dire, à la Herbert Schroeder, quoi, des mecs un petit peu chelous, de Européens qui vont aller faire des films, dans les États-Unis. Qui vont faire un truc, un film dans les clous, quoi. Et clairement, Rescue Down, oui, c'était un peu dans les clous, mais c'est un peu chiant, quoi. Avec des trucs un peu étonnants. Un peu étonnants, mais voilà. Mais clairement, Bad Lieutenant, ça a été un truc ça a été un ravissement pour le peu de gens qui l'ont vu. Et la preuve en est, c'est qu'on n'a toujours pas vendu le DVD, parce que voilà, c'est étonnant. Personne ne connaît ça. Je pense que peut-être même personne connaît en fait le Bad Lieutenant de Ferrara. Peut-être que si jamais on le vendait, on l'aurait pas encore vendu. Mais c'était un film qui était complètement dingue et je suis étonné de pas encore l'avoir vendu. J'aurais adhéré à faire l'article à quelqu'un, mais personne n'est autour de notre stand parce que deux types qui parlent dans un micro, ça fait fuir tout le monde. Donc personne ne regarde nos DVD. Mais voilà, c'est un film extraordinaire. Évidemment, c'est pour plein de choses, parce que là, il y a tout le truc de Werner Herzog. C'est ce truc un peu très matérialiste et à la fois hyper mystique, très cynique et à la fois très croyant. Il fonctionne à plein là-dedans, c'est-à-dire qu'on a affaire à un truc à la fois hyper crapoteux, hyper déceptif et à la fois où il y a une sorte de résidu de croyance dans une sorte de magie. Il y a des présences de sauriens qui sont là pour nous rappeler d'un aspect un petit peu un peu tonique de l'origine humaine, et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais c'est un rapport avec la mythologie vaudou de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est post-Katrina, il y a comme les fantômes de la vie et puis des morts qui errent après l'ouragan. Et ça, en fait, c'est suffisamment hyper intéressant, ou en tout cas hyper étonnant dans le cadre du film pour te maintenir en éveil. Et en plus de ça, il y a quand même un aspect assez over the top, généreux, qui est quand même principalement porté par Nicolas Cage, dont c'est le meilleur rôle depuis 20 ans, depuis la sortie de ce film-là. Je suis pas sûr qu'il ait fait mieux, et c'est là où tu dis bah oui, Nicolas Cage, il est complètement à sa place, parce qu'il l'est pas en fait, parce qu'en fait il se dit, il joue un rôle. Il joue pas le rôle, en fait il joue Nicolas Cage, il joue un truc le film est complètement à côté, et c'est super. En termes de décorum plutôt réaliste, sur un côté procédural, sur un côté policier, avec des mecs qui sont perdus dans la Nouvelle-Orléans qui est post-ouragan, donc un truc qui est vraiment détruit, qui est totalement décharné. Et puis Nicolas Cage qui joue un flic qui est shooté avec des médicaments parce qu'il a des douleurs dans le dos, donc il a des genres d'hallucinations et il rencontre des personnages absolument hallucinants. Et lui-même, ce qui est fort avec Herzog, c'est qu'il arrive à reprendre un truc de polar hyper codifié, hyper marqué par le film de Ferrara, même si Herzog prétend n'avoir jamais vu ni même entendu parler du film de Ferrara. Évidemment. Parce que c'est vraiment un sale margoulin, Herzog, il prétend I've never seen that movie. Et la manière dont il le fait, la manière dont Herzog met en place tous ces éléments pour déjouer toutes les attentes, je trouve ça absolument fabuleux. Il y a notamment une scène où il y a 25 bagnoles de flics qui vont pour aller arrêter un mec dans une maison. Papa, je télécharge Battlefield. Le perso de Nicolas Cage dit non, attendez, il fait le tour de la maison hyper lentement, la caméra le suit, il rentre dans la maison tranquillement, il se prend un café, tac, il braque le flingue sur la tempe du méchant, il fait hop, et puis maintenant tu sors, il fait j'adore mon travail. Et là, la scène d'action promise et puis annoncée n'arrive jamais, mais c'est laissé à une place, à une genre de déambulation dans la ville. Et en fait, ça rejoint vachement ce dont on parlait pour la comédie américaine des années 2010, quoi. Ce côté, voilà, le genre est là, le genre structure encore l'ensemble, mais il y a quand même une sorte de bouffée d'air apportée par une sorte des comédiens déjà qui prennent de l'espace, le réalisateur qui leur laisse l'espace. Il est tellement codifié que finalement, on peut se dire qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut dans les limites d'un genre.
Moi, j'adorerais en tout cas voir ce film-là au cinéma parce que il est sorti au cinéma. Il est sorti en salle en 2009. Je crois que moi je l'ai vu en fait, je l'ai vu à Los Angeles. Il est sorti en France le 17 mars 2010. Bravo Thomas, mais quel cinéphile. Eh oui, j'y étais. I said, where the fuck is he? He's on an airplane. Miss Antoinette bought him a ticket and sent him to live with her family in England. It's okay. That's okay. That's a good girl. Suck it up. Come, there you go. There you go. That's it. Take it in. That's a good girl. Take it in. Good. Good. That's it. Breathe. Maybe you should drop dead, you selfish cunt. You ever think about your kids? Or your grandkids? Huh? Sucking up their inheritance through that fucked oxygen tube? And Benny's fucked intensive care? You fucks, I hate you. I hate you both. I should fucking both. Just right now, I should fucking kill you fucking both! You're the fucking reason this country's going down the drain. C'est à moi ou c'est à toi de C'est à toi de choisir. Alors. Oui, bonjour. Vous n'avez plus les petits mouchoirs? Nous n'avons absolument pas de film de Guillaume Canet. Alors, qu'est-ce que je vais prendre chez toi? Oh, alors je pourrais prendre Crying Freeman, mais j'ai peur que ça ferait beaucoup de redites par rapport à l'ennemi intime. Hotspot, alors. Alors, Angoisse Alien, tu connais? Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est pas mal. C'est alors, Frankenstein de Kenneth Branagh, adapté de Mary Shelley. À toi de jouer, Thomas. Alors, donc Frankenstein de Branagh, sorti dans la foulée de la production du Dracula de Coppola, qui d'ailleurs produit le film, je crois, qui en gros voulait relancer toute la période, tous les films des Universal Monsters, donc avec le loup-garou, la créature de Frankenstein, Dracula, la momie. Voilà, tout ça, la momie. Certains se feront et puis d'autres pas. Ou le Frankenstein de Kenneth Branagh, on va dire, est dans la droite lignée du film de Coppola sur Dracula, donc de vouloir revenir au livre original, à la base du mythe, de voir qu'est-ce qui fait venir toute la sève mythologique donc de la créature. Et pourquoi tu prends un accent marseillais quand tu dis sève mythologique? Je pense Yannick Down. Voilà, et qui, à l'inverse du film de Coppola, qui je trouve marchait bien, est là totalement plombé par le sérieux de la mise en scène de Kenneth Branagh, qui a fait... Est-ce que tu l'as vu dernièrement? Je l'ai vu il y a 2 ans, c'est pour ça que je le vois bien. Et Branagh qui a fait quelques films corrects avant ça, on va dire, notamment ces films basés sur William Shakespeare. Je connais pas, jamais lu. Notamment peut-être son meilleur film, c'est Beaucoup de bruit pour rien, qui je pense son meilleur film, et qui là du coup avec son Frankenstein, donc comme je disais, revient au bouquin de Mary Shelley, mais en le plombant avec justement une volonté de propos shakespearien, c'est-à-dire de rajouter une mythologie sur une autre mythologie qui est pourtant suffisamment forte pour ne pas qu'on ait besoin d'en rajouter. Et c'est-à-dire que là, il fait donc de la créature de Frankenstein, qui est joué par Robert De Niro, un personnage ultra tragique, qui a des pensées. Il fait oh là là, mon Dieu, le monde est horrible, mais qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, et qui plombe totalement le film, mais qui, une fois de plus, s'inscrit dans son époque, qui était dans une volonté donc de revisiter des grands mythes de la littérature pour en faire des grands films de série. Est-ce que ça serait pas déjà une sorte d'un truc précurseur de ce qui se passe actuellement, de tous les films genre The Northman, tous les films de l'Elevated Horror, tous les films tout ce courant qu'on voit où voilà apparaît dans le cinéma américain des super auteurs qui sont pas là pour faire des films pour le public, mais qui sont là pour faire des films pour la gloire, quoi. C'est ça. Mais effectivement, c'est ça, c'est le truc de vouloir, pour faire des films qui sont ultra pétés de thunes, des metteurs en scène qui ne sont pas habitués à faire des films ultra pétés de thunes, parce qu'ils font justement plutôt des films d'auteurs entre guillemets, avec des budgets de moyens ou de petite gamme, mais alors mettant plein de thunes pour faire des grands sujets justement.
Et sauf que les grands sujets, c'est des choses qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qu'ils ont besoin d'avoir plein de thunes pour après faire leur grand film personnel à eux, et qui finalement en fait se plantent en termes commercial, en termes artistiques, et qui sont, je trouve, totalement endovés. Et le film de Brallack, c'est exactement ça. C'est un film qui est boursouflé dans tous ses aspects, dans la mise en scène, dans le jeu, dans l'écriture, dans les personnages, et qui ne marche jamais. Et c'est tout le reste de la filmographie de Brallack finalement est à l'aune de son Frankenstein, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se dit que ça pourrait être intéressant, ça se casse la gueule parce que le truc est ultra prétentieux. Et ce que je pense la marque de fabrique de Branagh et presque même de tous les, on va dire, les auteurs de blockbusters, en tout cas ceux dont on a fait des auteurs de blockbusters alors que c'est juste des petits metteurs en scène qui avaient un petit univers. Finalement, ça serait presque le genre de prototype des mecs comme Villeneuve ou comme Nolan. Ouais, ou Robert Eggers. Oui, voilà, c'est ça, des Robert Eggers. Ouais. Des mecs qui normalement devraient bosser dans des petites économies pour faire des vrais bons films, et qui tout d'un coup pensent qu'ils sont hyper doués. Oui. Enfin, en tout cas, qu'ils ont besoin d'une sorte de... Enfin, ils ont besoin d'espace pour étaler leur gros chibre artistique. Mais qui, en même temps, est le problème de ces... dont le principal problème de ces mecs-là étant qu'ils n'ont pas de producteur. C'est-à-dire qu'on leur dit... Vous avez carte blanche, le director's cut, et donc du coup ils font ce qu'ils veulent, sauf qu'en faisant ce qu'ils veulent, ils font les trucs imbitables, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que t'es jeune et que t'es doué avec ta caméra que tu sais faire un film. C'est quand même du boulot. Donc du coup, il faut quand même des gens dont c'est le métier pour dire bien sûr. Là c'est peut-être mal écrit, là c'est peut-être mal joué, là c'est peut-être mal écrit. Moi j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, donc de la même époque, le film que tu avais cité, le Dracula de Coppola, et effectivement c'est quand même mais qui est un film différent, parce que Coppola aussi c'était quand même, déjà à l'époque c'était pas la même envergure de metteur en scène. Pour le coup, il était producteur, il était metteur en scène, il y avait un truc particulier. Je trouve que le film n'est pas vraiment réussi. Mais il y a quand même, on est complètement dans une esthétique. Mais il y a un truc dingue chez lui. Il y a une esthétique qui est quand même assez voisine de tous les films moi qui me font chier en ce moment, Northman, Lighthouse et tout ça, où je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces mecs là qui font du ciné extérieur d'auteurisme quoi, genre regardez comment je fais de l'esthétique, regardez comment j'ai mes thèmes, ils sont identiques de film en film, j'en peux plus. Et chez Coppola en fait il y a une sorte de débauche baroque de style qui ça déborde. Moi j'avais peur en fait de pas réaimer le Dracula, et c'est quand même un film en tout cas que j'ai hâte de voir sur grand écran, tu vois. J'ai vraiment, je l'avais vu à l'époque et j'aimerais beaucoup revoir ça sur grand écran, parce que même sur petit écran j'ai quand même trouvé ça assez fou. À toi de jouer, Thomas, parce qu'on va se prendre un dernier film, et c'est à toi. On est toujours en direct de la braderie du quartier Alphonse Guérin, Montier-Car, et on déballe des DVD et des Blu-ray, et Thomas va choisir un DVD ou un Blu-ray de ce que j'ai à vendre, et ça sera trop tard pour venir l'acheter. Eh oui, effectivement, ce sera trop tard. Alors, Unstoppable de Tony Scott, son dernier film en tant que metteur en scène, puisqu'il est mort même pas un an après sa sortie. Malheureusement, son dernier film, parce qu'il n'aurait pas dû être son dernier film, et donc il s'est jeté du haut du pont Saint-Vincent suite à une à LA le 19 août 2012. Ouais, c'est ça. Suite à l'annonce d'un parce qu'on faudrait pas que rendre ça beaucoup plus romantique que ça en a l'air, hein. Même si le suicide évidemment n'a peut-être rien de romantique, mais pour notre génération, Kurt Cobain et tout ça, c'est romantique, c'est le geste ultime et tout ça. Mais c'est juste qu'on lui a annoncé une tumeur du cerveau, donc c'est tout à fait louable de se dire autant se jeter d'un pont plutôt que de vivre 6 mois dans un truc pas terrible, quoi. Donc Unstoppable, qui est grand moment. Qui est un film que j'ai adoré personnellement. Quand il est sorti, gros plaisir en salle de voir de la vraie mise en scène, comme on dit, une vraie proposition de cinéma, avec des acteurs que pourtant j'aime pas des masses et qui là sont, je trouve, absolument merveilleux. Donc Denzel, il y a quand même Chris Pine de Donjons et Dragons, très grand film. C'est nul à chier. Super, hein, Donjons et Dragons. Non, nul. Donc Unstoppable et Tony Scott surtout. Ouais, bah moi j'avais adoré ce truc là. Alors, on fait une pause. Qu'est-ce qu'il fait avec 50 balles ton enfant là? Il fait des affaires, il fait des affaires. Vous parlez de Roland Emmerich. Voilà, moi ça, c'est ce dégueulis de pognon là, oh là là.
Bon, on reprend. Alors, on reprend. Et donc, ouais, Unstoppable, grand film, mais moi j'ai jamais revu en fait. J'ai pas revu ça, je suis resté sur mon grand souvenir de la sortie en salle. Et c'est vrai que voilà, le grand débat de notre époque, hein, c'est pas Huston ou Wells, c'est pas Hitchcock ou Lang, c'est Ridley ou Tony Scott. C'est le combat de notre génération. C'est ça, c'est le truc qui nous a animés depuis 20 ans. C'est ça qui anime la cinéphilie. Si vous n'êtes pas animé par ce débat-là, vous n'êtes pas cinéphile, c'est clair. Et moi, je sais pas où me placer parce que je suis suisse. Donc moi, je suis team Ridley, je suis team Stony, je sais pas trop. Moi, je suis plus Tony, mais j'ai tendance à réévaluer un petit peu plus un film de Ridley. En fait, j'ai envie de dire, moi, je suis team Ridley parce que de toute façon, Alien et Blade Runner, je les considère comme parce que c'est des chefs-d'œuvre de fou furieux. Et Tony Scott n'a pas fait des chefs-d'œuvre à la hauteur de Alien et Ridley Scott, même si en termes Fire, c'est de la merde. C'est carrément moins bien que Blade Runner ou Alien, évidemment que non. Mais bon, évidemment, c'est pour ça que tu ne participes pas, que tu ne fais pas partie du cinéma mort et que tu fais partie de En attendant Godard, parce que voilà, tu dis n'importe quoi. Mais ceci dit, je suis évidemment tout à fait capable, dans mon immense mansuétude, de reconnaître que Tony Scott est un réalisateur esthétiquement peut-être plus important que Ridley Scott, parce que c'est en tout cas lui qui a créé, comme on avait commencé cette émission, qui a créé des formes en fait pour le cinéma des années 80, 90 et voire même 2000, et qui est un vrai créateur de formes, hein, tout simplement. Qui est pareil, qui a pas une filmo très régulière en tout cas, mais qui est émaillé de films assez vraiment hyper important, mais comme Man on Fire, qui est vraiment un film qui très étonnamment, moi j'ai détesté à sa sortie, que j'ai revu, que j'ai trouvé pas terrible, et que j'ai revu, je me dis ouais, en fait c'est génial, et je l'ai non seulement parce que mon regard avait évolué, mais aussi parce que mon œil s'était habitué au registre de montage qu'il avait inventé à l'époque pour Man on Fire, c'est-à-dire que tous les trucs complètement qui me faisaient mal aux yeux quand je l'avais vu la première fois, me faisaient plus mal aux yeux après. Et parce que voilà, ça a été digéré quoi. Donc c'est juste quelqu'un qui a créé des formes. C'est comme Michael Mann quand il s'empare de la caméra numérique. C'est la même chose sur Miami Vice et sur Collateral et surtout sur Public Enemies. C'est le film où vous dites putain c'est hyper moche, il y a un truc. Moi j'ai jamais dit ça, hein, sauf sur Public Enemies. Oui voilà. Mais surtout sur celui-là on se disait putain mais c'est vraiment bizarre, il y a un truc qui est moche, qui est vilain. Et finalement quand on le revoit maintenant, on se dit il avait carrément oui bien sûr 15 ans d'avance sur tout le monde. Oui bien sûr. Les films de Scott sur Spy Game, sur Man on Fire et puis sur Domino, en fait pareil, il avait saisi le temps présent mais en avance. Oui bien sûr. Il avait pressenti. Il l'avait précédé. Ouais. Il y a un truc qui est dingue, hein, c'est que ce mec-là, en fait, il a pas. Évidemment, c'est pas Strobé Huillet, c'est pas Marguerite Duras, mais c'est quand même un mec qui a officié. Ses films les plus importants, Man on Fire ou Domino et tout ça, les trucs un peu les plus radicaux sont très étonnants, quoi. Sont très étonnants et surtout sont passés un peu sous les radars critiques. Commercialement ça a marché mais pas tant que ça, c'est pas des gros c'est pas du gros truc quoi. Et voilà, et pourtant on mesure l'influence de ces films-là aujourd'hui qui en fait voilà un cinéaste hyper passionnant. Et en tout cas Unstoppable, moi ne l'ayant pas revu, je ne sais pas. Peut-être qu'on le fera un film du dimanche soir, un de ces quatre. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui était hyper important, intéressant à l'époque, moi je m'étais dit, c'est où il y avait une représentation assez noble du prolétariat, du corps ouvrier, qu'on voyait pas du tout dans le cinéma américain, quasiment plus du tout. À part chez Eastwood, on le voit pas. Dans le cinéma américain, on le voyait pas. Et je pense que c'est toujours valable aujourd'hui, quoi. Effectivement. C'est pour ça que ça reste, je pense, un des derniers grands cinéastes importants et créateurs de formes dans le cinéma américain. La preuve, il s'est suicidé. Exactement. Ce qui montre bien sa qualité d'artiste. On se quitte là, mon cher Thomas. Moi, je te remercie. On peut dire que c'était formidable. Effectivement, c'était complètement. C'était vachement mieux que quand il y a l'autre. Exactement. Comment on l'appelle notre nouvelle émission ? Le cinéma et Godard. Le cinéma et Godard, on l'appelle comme ça. Merci Thomas. Merci Antonin. On se retrouve très bientôt sur Syllab si vous n'avez pas de goût, sur Canal B si vous avez du goût. Et merci à tous pour votre écoute. Des bisous. Bisous. Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir? Mais c'est pas mal, c'est un moment, moi je vais mourir.
Donc est-ce que mon art va mourir? C'est bien, je me souviens que j'avais dit à Henri qu'il fallait liquider son stock de cinémathèque et partir, sinon il allait mourir. Et donc qu'il faut partir, ça c'est bien, tant mieux.